Alors c'est vrai que c'est le genre de question qui peut piéger quand on commence à dire que le grand enjeu c'est telle chose, on en invisibilise d'autres. Mais c'est vrai que la question à laquelle je suis très attentive au regard d'un ensemble d'événements, donc cette rencontre a lieu en août 2023. On a été confronté à plusieurs formes de violence en France à la suite de l'assassinat du jeune Naël par un policier et les 7 nuits d'émeute qui ont suivi, qui sont accompagnés aussi d'un ensemble de discours extrêmement durs en fait pour les populations françaises non blanches. Quand on va de l'autre côté de la Méditerranée, on a vu également ce qui se passe en Tunisie et la manière dont des corps noirs aussi sont jetés dans le désert par un pouvoir qui reprend là aussi des discours extrêmement violents de nature très, très droitière et très suprémaciste. Donc moi je suis extrêmement sensible en fait à ce qui peut apparaître peut-être encore une vieille question, mais qui pourtant, dès qu'on la prononce, dès qu'on la pose, semble finalement rouler comme un poids mort sur le sol, c'est celle finalement de l'attention aux vies humaines ou de l'attention à l'existence humaine ou au droit d'exister pour les humains du simple fait qu'ils sont. Quel droit accordons-nous d'exister aux humains du simple fait qu'ils sont là, qu'ils sont nés? Et comment empêche-t-on certaines formes de négation meurtrière qui visent à dire tels humains ont le droit de vivre alors que d'autres peuvent être jetés comme on le veut dans le désert ou démembrés à la frontière de telle nation parce qu'ils n'ont pas d'existence légale dans la nation dans laquelle ils veulent vivre. Donc c'est ça qui m'occupe extrêmement aujourd'hui en fait. Je ne sais pas si j'en ferais une généalogie historique rigoureuse, donc je ne vais pas construire ça, mais en tout cas, si on regarde l'histoire finalement de l'histoire des idées, l'histoire de la formation des groupes humains, on voit que toutes les sociétés humaines ont toujours produit de l'altérité, une altérité qu'elles ont constituée comme étant souvent inférieure finalement à ce qu'elles sont. Il y a un philosophe qui est assez intéressant pour ça, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Bergson, et qui considère en fait qu'il y a une conception très singulière de la nature humaine. Donc on est chez un penseur qui considère qu'il existe une nature humaine, et il dit, notamment dans un livre qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion, qui a été publié en 1932, qu'il y va de la naturalité humaine que de produire, en voyant de l'étranger, des individus étrangers à la communauté, à une communauté, de considérer que ces étrangers sont nécessairement des ennemis virtuels et qu'il faut les éliminer. Donc pour un auteur comme Bergson, en fait, c'est dans la nature humaine que de produire finalement des êtres qu'on veut nier précisément pour se préserver soi-même. Mais ce que dit également cet auteur, c'est qu'on a les moyens et on a les ressources en tant qu'humain de produire aussi d'autres formes de société où précisément on parvient à ne plus considérer en fait celui qui n'est pas comme moi et celui qui n'appartient pas à ma communauté comme étant non plus un ennemi qui peut être une menace pour mon intégrité physique et morale, mais plutôt un semblable avec lequel je peux former une communauté humaine. Donc là, je le dis avec des outils métaphysiques, pas avec les outils de l'histoire, mais c'est vrai aussi que quand on commence à s'intéresser à l'histoire, aux histoires de la colonisation, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas eu que la colonisation européenne, et peut-être plus spécifiquement à ce dont je suis spécialiste, l'histoire des colonisations européennes et particulièrement françaises, on voit qu'elles se construisent. Le droit de coloniser, c'est aussi le droit de se dire qu'il existe peut-être des populations inférieures, qu'on va hiérarchiser, donc, dont on peut s'accaparer les biens et les terres, etc., précisément parce que on a aussi droit de vie et de mort sur elles. Donc il y a toutes ces formes de classification des humains qui font que, justement, à partir du moment où on commence à hiérarchiser, on se donne aussi le droit de vie et de mort sur un humain qu'on considère comme n'ayant pas contribué ou qu'on considère comme n'ayant pas véritablement une existence qui puisse valoir en tant que telle.
C'est une question que je trouve difficile parce qu'elle elle témoigne éminemment de formes de conflictualité indépassables. Et moi, j'aime énormément notre époque, qui est une époque objectivement horrible, mais je crois que il n'y a pas c'était pas mieux avant, de toute façon. Mais ce que j'aime dans notre époque, qui est confrontée à des formes de désillusion, les dieux sont morts en fait, même si la religion est toujours présente, elle est présente dans sa dimension, je dirais, extrêmement dure sur le plan de l'organisation et de la consolidation de normes sociales dures pour les vies humaines. Mais on est dans un moment de grande désillusion où je crois qu'il n'y a pas vraiment de grandes idées qui structurent ce que pourrait être les devenirs de l'humanité, comme peut-être le progrès ou que sais-je encore. Mais cette désillusion, en fait, elle a quelque chose pour moi d'assez juste et d'assez fort parce qu'on a une époque où on comprend que ce qui peut apparaître comme ou relever comme des petits acquis qui permettent à chaque fois de respecter les individus, je vais dire de manière kantienne, hein, mais comme des fins en soi et non pas comme des moyens, c'est-à-dire comme valant par eux-mêmes en fait, on comprend que c'est toujours l'objet d'une lutte et qu'on est dans des situations de conflictualité antagonistes où des camps s'opposent, des mondes s'opposent, où à un moment, il existe un camp qui peut-être fait un front international ou que sais-je, moi j'aimerais en tout cas un front solidaire international où des individus considèrent que défendre la possibilité pour un être humain, en tout cas pour des entités terrestres, d'exister du simple fait qu'elles sont, est plus important en fait que la production, que la surconsommation ou autre. Et je crois qu'on n'est pas du tout dans une optique où il faudrait... Ces idées, elles sont pas universelles. Vouloir défendre les vies humaines, vouloir reconnaître la vie humaine, ce n'est pas un universel en fait. Mais on est toujours dans des rapports de conflictualité qui font que on est engagé dans des combats en fait. À partir du moment où on est dans des processus d'infériorisation, on considère que les peuples ou les groupes humains qu'on infériorise sont des néants d'un point de vue ontologique ou d'un point de vue axiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont rien produit culturellement et qu'après tout, peut-être même ils ne sont rien. Et quand je reprends cette expression, c'est cette forme de néantisation ontologique, je reprends juste des termes qu'on retrouve formulés par Léopold Sédar Senghor ou encore Aimé Césaire, qui expriment en ces termes, je crois que c'est Césaire dans Toussaint l'Ouverture, qui exprime en ces termes la manière dont le geste colonial a conduit à la négation complète d'espace et de monde culturel. Donc après, en venant de la philosophie, il est vrai que, par exemple, la philosophie, telle qu'elle s'est constituée en Europe, et particulièrement à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et le long du XIXe siècle en France, c'est devenu aussi, comment dirais-je, un outil presque national ou identitaire à partir duquel les Européens ont pu penser leur propre histoire, en fait. Donc on a affaire à la fois à une discipline qui met en avant certes les raisons, mais qui, dans sa glorification de la raison, glorifie un type d'humanité extrêmement situé et situé en Europe. Et donc c'est vraiment cette histoire de la philosophie qui elle-même a une histoire et qui n'est pas toute l'histoire de la philosophie, il faut la démonter, mais c'est vrai qu'elle continue, je pense parfois, malgré tous les travaux critiques qui sont effectués depuis plus de 50 ans maintenant, elle continue, je crois, encore à innerver nos manières de nous représenter, ce que c'est que la pensée à l'échelle mondiale. Toujours en disant, par exemple, les autres n'ont pas de philosophie, certes, peut-être ils pensent, ils ont des religions, des civilisations, des sagesses, mais ce n'est pas de la philosophie, c'est-à-dire cette manière autoréflexive et critique que la raison a de produire sa propre lumière en s'autofondant. Elle n'est ni fondée par Dieu, ni fondée par un cosmos, non, elle s'autofonde. Or, cette manière de concevoir la philosophie, on peut tout à fait
la défaire, en fait. Il n'y a pas de géographie de l'esprit, pour reprendre le titre d'un livre de Marc Répon. Et il faut pouvoir, comment dirais-je, ouvrir cette manière de se rapporter à la pensée, parce que déjà, elle est violemment raciste. Considérer que des humains ne pensent pas ou ne sont pas capables de penser sans être investis par des dieux ou un ordre du cosmos, etc., c'est violemment raciste, c'est très infériorisant. Et surtout, en fait, effectivement, on perd en fait des manières de se rapporter au monde qui sont parfois différentes ou qui parfois peuvent se solidariser dans les problèmes auxquels peut-être on peut être confronté aujourd'hui, en fait. Oui, alors je vais vous répondre en deux temps, d'une manière critique et d'une manière plus positive. De manière critique, c'est vrai que j'ai du mal avec la question de l'apport et de la contribution. Parce qu'elle viserait à dire que finalement ces auteurs n'ont d'intérêt qu'en fonction de ce qu'ils nous apportent. Et de ce qu'ils nous apportent, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on est capable de reconnaître chez eux qui nous manque. Donc cette question de la contribution, elle peut être vraiment vue comme étant extrêmement eurocentrique, voire peut-être cannibale, au sens où, à partir du moment où on ne reconnaît pas ce que l'autre nous apporte, bah, c'est bon, en fait, ils n'apportent rien, c'est pas intéressant de les étudier, etc. Donc c'est pour ça que je sortirai un petit peu de la question des apports et des contributions. Et après, en tout cas, si je peux lire ces auteurs, c'est pas tant la question de ce qui est apporté par des auteurs du continent africain, parce que je pourrais en parler pour... Enfin, il y a déjà la curiosité intellectuelle, lire ce que font les autres, d'où qu'ils viennent, en tant qu'universitaire ou intellectuel, c'est intéressant en soi. Mais après, ce qui m'intéresse, et je ne parlerai pas de philosophie africaine, je parlerai plus radicalement de ce qu'on appelle la philosophie africana, donc le terme nous vient des États-Unis, où il y a une inventivité très forte, mais nous permet en tout cas de penser de manière non pas unitaire, mais je dirais unifier les pratiques intellectuelles qui se construisent sur le continent africain, mais aussi dans les diasporas. Sachant que le terme diaspora, c'est un terme qui n'a de sens que s'il est mobilisé en première personne. C'est-à-dire que on peut se dire de la diaspora africaine en étant par exemple issu de l'histoire des déportations transatlantiques qui ont échoué dans les Caraïbes, en Amérique du Nord ou en Amérique latine, en considérant que ce lien, même s'il ne demeure que sous la forme d'une trace, comme dirait Glissant, demeure essentiel pour constituer à la fois son identité ou peut-être son positionnement politique dans les espaces dans lesquels les corps déportés ont pu atterrir. Donc voilà, en tout cas, la notion de diaspora, c'est pas une notion neutre, c'est pas simplement une notion qui dit, bon, bah, voilà, des corps sont déplacés, c'est aussi un connecteur à partir duquel on pense sa position dans le monde. Et ce que disent les philosophies africanas, qui me paraît extrêmement puissant et extrêmement intéressant, c'est qu'elles développent un rapport à la philosophie qui est pas simplement strictement analytique, qui vise pas simplement à produire de la conceptualité, ce qui est nécessaire, c'est très fort, mais qui a une visée transformatrice. C'est-à-dire que commencer à s'inquiéter de la question des récusations et des formes de négation de l'humain exige qu'on soit embarqué et qu'on s'embarque dans le monde pour peut-être empêcher ces formes de récusation. C'est-à-dire que le travail de la pensée est toujours un travail pratique. C'est pas un travail qui se conçoit strictement dans une sphère, comment dirais-je, fermée à l'extérieur du monde. Et je ne méprise pas du tout cette manière de faire, mais c'est un travail en tout cas qui implique une interrogation constante et effective sur nos modes de vie. Et cette approche de la philosophie, c'est-à-dire une philosophie qui nous engage dans nos modes de vie, qu'on peut aussi retrouver dans la pensée antique occidentale, elle est vraiment au cœur en fait des pratiques philosophiques africanas. Ce qui veut dire que vous allez avoir des penseurs qui vont être tout à la fois des activistes, des théoriciens, des poètes, qui vont avoir des engagements communautaires, et tout ça finalement, c'est ce qui forme philosophie. C'est pas simplement un corpus théorique, un corpus écrit, mais ce sont aussi des pratiques sociales en fait qui nourrissent en tout cas une philosophie vivante. Et moi, cette idée de la philosophie, j'y suis extrêmement attachée. Elle est née aux États-Unis pour une raison à la fois
très forte, c'est que la manière dont sont constitués ce qu'on appelle les Black Studies ou les champs d'études ouverts à ce qu'on appellerait les minorités, en fait, se sont constitués dans la lutte et les institutions ont été ouvertes pour un ensemble de raisons, parfois heureuses, parfois moins heureuses, à laisser un espace, en tout cas, au type de savoir qui se sont forgés dans les espaces minoritaires et qui ont tout à fait leur place peut-être dans les universités, si on entend par université un espace justement où les savoirs sont amenés à circuler, à s'échanger de manière critique, en fait. Donc la structuration des universités, je dirais aux États-Unis et en France, c'est pas du tout la même chose en fait. Ici, j'ai jamais vu, par exemple, pour des raisons tout à fait différentes, des départements se constituer au sein de l'université au regard de pratiques sociales, etc., qui auraient soulevé de nouveaux problèmes, de nouvelles manières de dire le monde, de nouvelles manières de construire des sujets qui structurent ou qui façonnent l'espace politique en fait. Donc cette attention-là, en fait, de l'institution à donner corps à ce qui existe. Et ici, ça fonctionne un peu différemment. Je pourrais plutôt vous dire ce que je fais, peut-être. Très concrètement, là, je vais donner 2 cours à la rentrée. Bon, je donne toujours des cours de philosophie française et à côté des cours de philosophie d'Africana. Et ce qui est intéressant dans ces cours de philosophie, c'est déjà que on pense des types de matériaux, c'est-à-dire que les textes, bon, moi je travaille sur des textes qu'on va mobiliser, ne sont pas nécessairement des textes qui appartiennent au canon de la philosophie, mais des textes avec lesquels on pense. Donc par exemple, là je vais faire tout un cours sur l'histoire de l'indépendance du Congo, et on va remobiliser en fait toutes les productions textuelles qui souvent n'ont intéressé que très peu de gens, qui ont quand même été produites en fait par des acteurs en fait de l'indépendance avant ou après l'indépendance. Il y a des textes extraordinaires en fait. Et donc ça, ce travail de philosophie, c'est déjà c'est un travail, je considère que c'est un travail de philosophie et pas un travail d'historien, parce que bon, on va travailler sur des textes qu'on va pas nécessairement identifier comme des textes philosophiques, mais qui en tout cas portent une pensée suffisamment forte sur un lieu, sur un terrain, et qui là aussi ont engagé un type de transformation qu'il est extrêmement important de mettre en lumière et de mettre en avant. Et ce moment des indépendances, pour moi, il est d'autant plus fondamental que, bon, il a souvent été le moment des indépendances africaines a souvent été considéré comme un non-événement historique, c'est-à-dire une date. Bon, bah souvent pour les anciennes colonies françaises, c'était l'année 60, de manière générale, ça n'a pas été que cette année, mais pour un grand nombre de pays d'Afrique, l'année 60 a été importante. Et puis après, si on regarde, il n'y a pas eu de grands états de droit qui sont nés des indépendances, suscitant loyauté et confiance. Donc on s'est dit, bon, bah, les indépendances, non-événements, le terme a immédiatement été remplacé par néocolonialisme, etc. Or, dire cela, c'est extrêmement violent, parce que même si les indépendances n'ont pas porté les fruits qu'on en attendait, ils ont été des moments d'espérance. Il y a eu des attentes, ce sont des moments qui ont été investis. Or, ces investissements à la fois oniriques, à la fois intellectuels, à la fois politiques, qu'est-ce qu'on en a fait? Ou dans quels textes sont-ils? Donc c'est vrai qu'on relit certains auteurs très facilement. Fanon, qui a été un auteur extrêmement lu dans les études postcoloniales, mais il n'y a pas... Beaucoup de gens ont écrit, où des paroles ont été transférées, relatées, ou, pardon, le terme me manque à l'instant, mais ont été mises dans des témoignages, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de ces textes? Quel type de pensée est produit par ces textes? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont ces territoires, dans les années 60, étaient réinvestis oniriquement? Comment les gens les pensaient? Comment les gens pensaient leur avenir? Au regard même peut-être des situations terribles qui ont suivi. Mais ces moments-là sont importants. Et ça, par exemple, c'est le travail philosophique dans lequel j'aime m'engager. C'est-à-dire de travailler sur des textes qu'on a un peu oubliés, parce qu'on se dit, bon, bah, ce sont que des témoignages d'une époque, et se rendre compte que ce sont des mines, en fait, de la pensée, qui méritent d'être étudiées, et qui, finalement, peut-être ont également voyagé et investissent encore des imaginaires politiques du présent, qui peuvent nous permettre encore éventuellement de penser notre condition contemporaine. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que dans les mondes, alors les mondes noirs, c'est quand même un espace... c'est un espace du point de vue de la pensée, mais qui est vertigineux, dans la mesure où ce sont des mondes éclatés,
d'un point de vue territorial. J'ai dit monde noir, j'ai pas dit monde africain, hein, mais ce sont des mondes qui sont éclatés du point de vue territorial, qui renvoient à des mémoires qui sont à la fois connectées et conflictuelles, et qui sont traversées, que ce soit dans certaines traditions plus réactionnaires et conservatrices, je pense au nationalisme noir, ou à des traditions plus ouvertes et diasporiques, comme on les retrouve dans les pensées caribéennes contemporaines, en fait, qui ont toujours, en tout cas, essayé de réinvestir l'idée de planète Terre comme étant un lieu qui permet, en tout cas, aux humains d'exister pour ce qu'ils sont, sans avoir à être niés et sans avoir à être récusés. Et c'est vrai que moi, je trouve énormément d'inspiration chez ces penseurs pour, déjà, pour pas me laisser abattre par la résignation. C'est ça aussi, lire des auteurs pour être élevé. Et parce que, en fait, ils me paraissent être des sources, là aussi, d'inspiration pour des étudiants qui viendraient d'autres territoires, d'autres milieux ou autres, et qui seraient parfois aussi également confrontés à des questions politiques relatives à la négation des vies et de leur pluralité sur cette terre. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse de travailler sur ces corpus. De l'énergie vitale, oui, essentiellement. Et là, je vais vous répondre de manière plus personnelle. Une de mes chances, en fait, moi j'ai grandi en Occident, j'ai grandi en France, en Belgique, un peu en Suisse, mais dans la francophonie européenne, mais avec un père africain, d'Afrique centrale, congolais en fait, et une mère française avec une histoire d'immigration aussi compliquée. J'ai grandi dans des espaces en Occident où effectivement, bon, l'image qui m'était renvoyée de mon ascendance africaine était strictement négative, constamment négative. Mais j'ai jamais eu honte de cette ascendance-là, en fait, et j'ai jamais été, comment dirais-je, captée par cette négativité. Non pas parce que non pas à cause d'une force de caractère qui me serait propre, pas du tout, mais parce que une histoire m'a été transmise et qui a été une histoire, alors je vais le dire là aussi de manière un peu vaillante, mais une histoire de lutte, une histoire de résistance, une histoire où finalement l'idée, par exemple, de peuples africains passifs qui auraient reçu ce qui vient de l'autre sans avoir gardé éventuellement ce qui a de la valeur pour eux, c'est une histoire qui était totalement démentie par les connaissances qui m'avaient été transmises et ce que je connaissais en fait. Et donc, il y a au moins une chose qui m'importe, c'est que dans ce moment précis, et puisque c'est aussi un des travaux de la philosophie, que de contrer les préjugés et nos idées reçues en fait, ce qui m'intéresse aussi dans le fait de travailler sur ces pensées, c'est de montrer en fait la longue histoire de la conscience de soi que de nombreux peuples, parfois soumis à des formes de violence, ont constamment eu d'eux-mêmes, et montrer que cette conscience de soi ne s'est jamais éteinte. Et c'est ce que je trouve aussi de très beau et de très fort dans ces textes. Et ce ne sont pas des réflexions liées à des ressentiments, évidemment, il n'y a pas de haine contre un oppresseur quelconque, c'est pas cela en fait, mais montrer peut-être, et sortir d'un discours peut-être. Là aussi, je vais dire les choses d'une manière avec beaucoup de précaution, parce que ça peut être très très mal entendu, mais mon discours, en tout cas ma compréhension du fait de la violence coloniale peut pas être entièrement mélancolique en ce que, dans ce qui m'a été, dans ce que je lis, dans ce que je vois des histoires de violence, il y a de la négation, il y a du meurtre, mais des formes culturelles ont subsisté, dont les gens ont encore conscience. Et des travaux, en fait, si on s'intéresse à ces réflexions, c'est aussi d'être attentif à ce qui subsiste malgré la mort, malgré le meurtre, malgré la destruction. Même si c'est rien, même si on aurait aimé que les peuples vivent en gloire dans les royaumes qui étaient les leurs, etc. Ce qui aurait été, j'aurais préféré en fait, mais quelque chose s'est quand même écrit en fait, malgré l'histoire de la destruction, et c'est être attentif à cela en fait, à ce qui subsiste malgré le meurtre, malgré la mort, c'est ce qui m'intéresse véritablement. Et c'est pour ça que ces histoires continuent à m'intéresser, c'est pour ça que ce passé continue à être, ce passé, ce qu'on appelle le passé colonial, continue à m'interpeller, non pas dans un désir, comment dirais-je, vengeur, consistant à dire oh, regardez ce que tous les colons ont fait, etc., machin, mais plutôt dans l'idée que toutes les négations n'ont pas été totales.
Ça fait pas des victoires, mais ça permet de dire qu'on peut encore travailler avec ceux qui restent et voir effectivement comment se nourrir en un sens non prédateur évidemment de ceux qui restent et comment continuer à s'en inspirer en fait. Je crois que toute cette richesse, bon, déjà, c'est toujours la même chose. Moi, j'étais marquée en fait. Je vais répondre en étant un petit peu décalée, mais je me rappelle d'une rencontre avec Paulin Otonji il n'y a pas très longtemps, qui pour le coup m'a rendue un peu sombre, parce que là aussi, quand on parle de richesse, de quelle richesse on parle en fait. Et ce que disait Paulin Otonji avec une très très grande justesse, bon, on est dans une question, dans une réflexion, souvent, il y a un mot qui revient beaucoup maintenant, celui de la décolonisation des savoirs. Et c'est vrai que le questionnement qui est posé ici relève d'un questionnement, on pourrait dire de manière générique, sur la décolonisation des savoirs. Mais cette décolonisation des savoirs, dans quelle mesure elle peut avoir du sens quand un ensemble d'institutions, alors disons entre les Nord et les Sud, ou des pays peut-être où les institutions sont moins dotées financièrement, etc. Mais comment finalement, de quelle place parle-t-on quand précisément des institutions entières dans des continents sont disqualifiées du simple fait qu'elles sont pas situées dans des endroits où on peut considérer que quelque chose qui possède de la valeur est produit en fait. Tant qu'il y aura finalement des formes d'asymétrie structurelle entre les espaces de production du savoir, je ne sais pas comment il est possible de répondre avec justesse en fait à cette question. Et là, on parle de penseurs qui sont reconnus internationalement, qui ont eu des carrières internationales, qui ont été aussi soutenus par les meilleures universités, mais pas seulement, hein, qui ont des parcours quand même. Ça, c'est extrêmement important de le dire, parce que je ne suis pas du tout en train de dire on a des penseurs validés par le Nord, c'est pas ça. Un tel s'est construit à Saint-Louis du Sénégal, l'autre à Dakar, d'autres en Afrique du Sud, etc. Donc, mais il y a ces grands penseurs, et puis il y a ceux qui produisent, etc., sur le continent, qui sont peut-être pas édités qui sont édités par de bonnes maisons d'édition, mais peut-être qu'on voit un peu moins, etc. Et comment, en fait, on est aussi attentif à cela, en fait. Donc il ne s'agit pas simplement de se dire quelle place on donne, mais plutôt comment se construisent les circuits du savoir, comment parvient-on à casser plutôt ces circuits qui font que certains espaces institutionnels sont des espaces de légitimation des paroles, qui font qu'on va dire, ah bah tiens, finalement, il se passe des choses sur le continent africain, alors que d'autres espaces sont considérés comme ne légitimant pas et faisant que même si un tel produit, on va dire, ah bah, bon, bah, c'est pas très intéressant ou autre. Donc j'ai du mal à répondre à cette question parce que me vient immédiatement à l'esprit donc cette conversation qu'on avait eue avec Paulin Otonji et qui insistait vraiment, en tout cas, sur une impossible décolonisation, finalement, tant que des espèces d'asymétrie et d'inégalité structurelle pouvaient être visibles entre des espaces de production du savoir situés dans des territoires qui ne sont régis par des rapports peut-être de prédation, que sais-je encore, pour dire les choses un peu rapidement. Alors bon, là, c'est très dur, parce qu'il y en a évidemment des milliards. Mais je vais terminer en fait par une... Si. Martin Luther King. Voilà. Alors j'aime énormément Martin Luther King. En plus, je sais que dans le panthéon des grands leaders africains-américains, on a vraiment... il y a eu toute une édulcoration, je dirais, de la pensée du pasteur King,
où on en a fait une espèce de figure tout à fait compatible. C'est sous Reagan que ça s'est opéré, en fait, tout à fait compatible avec l'establishment, l'espèce oui, de noir gentil, appelant chacun à la fraternité, etc. C'est un penseur de la fraternité, de toute façon, mais sans véritable radicalité révolutionnaire. Alors, c'est pas du tout ce qu'est Martin Luther King. On a souvent le grand discours I Have a Dream, par exemple, qui se termine sur l'idée qu'il faut reconnaître les individus pour ce qu'ils sont et non pas au prisme de leur couleur de peau, en fait, a souvent été vu comme étant, interprété comme étant compatible avec un discours sur le libéralisme, question à dire quand on veut, on peut, indépendamment de ta couleur, de ton genre, de ta classe sociale, etc. On s'en fiche de tout ça, mais ce qui compte, c'est ta valeur intrinsèque. C'est pas du tout le discours de Martin Luther King. Et moi, je suis extrêmement sensible, en fait, à la pensée de Martin Luther King, quand on lit ces textes, ces sermons, ces grands textes de théologie, parce que ce sont des textes comment dirais-je, j'espère que je ne vais pas le trahir, c'est un penseur de l'espérance, mais c'est un penseur profondément pessimiste. C'est-à-dire que c'est pas un penseur qui va... c'est un penseur chrétien, mais c'est pas un penseur qui va croire en l'homme. Il va pas croire, en tout cas, en l'idée d'une humanité extraordinaire, fondamentalement bonne. Et c'est précisément sur cette espèce de pessimisme anthropologique que se construit l'idée d'espérance. Au sens où ce n'est pas parce que le monde n'est pas bon, fondamentalement, et là il parle en chrétien en fait, que nous ne devons pas garder la foi et continuer finalement à agir pour ce à quoi nous tenons en fait. Et quand je vois ces actions concrètes, ces marches, le boycott, quand je vois les mouvements des droits civiques, comment ils se sont constitués, avec toutes ces jeunesses qui, à côté des mouvements des droits civiques, se sont engagées à occuper des espaces ségrégés, où les Noirs n'avaient pas le droit, par exemple, de prendre un café, de boire d'aller aux toilettes, et se dire, non, nous occupons ces espaces, ce sont aussi nos espaces, et prenons le risque de se faire lyncher, de se faire taper dessus par des blancs extrémistes. Tout ce mouvement, toutes les luttes concrètes qui ont été mises en place, tout en étant portées par une idée puissante, en fait, de ce que doit être une vie digne de ce nom pour un être humain, pour moi, c'est une source d'inspiration puissante. Et ce qui est aussi est la dimension presque surhumaine en fait de ce combat. Et je comprends qu'il soit porté également par des personnes engagées presque religieusement en fait. C'est finalement de se dire que, comment dirais-je, ce n'est pas parce qu'on est habité par la noirceur du monde qu'il faut se résigner à se laisser submerger par elle. Et pour notre époque présente, je pense que c'est le plus fort message, c'est un des messages les plus puissants d'un point de vue militant, en fait, auquel on puisse être confronté. Alors c'est un message d'espérance, l'espérance c'est pas l'espoir, l'espérance c'est juste un moteur qui nous fait agir dans le présent, en fait, sachant qu'on ne sait pas ce qui adviendra, et tenter de faire advenir ceux qui demeurent peut-être... inenvisageable ou inenvisagé, c'est un peu dans cette nuit en fait qu'on se trouve à notre époque. Ouais, il nous guide dans la nuit. C'est-à-dire que, et c'est ça en fait la puissance aussi de certains mouvements militants très forts qui ne sont pas gagnés en fait par le ressentiment, par le désir de meurtre, de tuer finalement celui qui oppresse, non pas pour le sauver, mais parce qu'il faut aussi créer les conditions dans lesquelles on va s'engager nous-mêmes et continuer à vivre. C'est que ce sont des mouvements qui acceptent la nuit fondamentale dans laquelle on est, mais qui refusent de se laisser imprégner par elle et qui sont de l'ordre de l'absurde en fait. Je pense que de toute façon, militer et s'engager pour faire en sorte que les vies humaines puissent être reconnues pour ce qu'elles sont, c'est toujours finalement accepter une part d'inouï. Parce que si on regarde le monde tel qu'il est en fait, on a plus souvent de raisons d'espérer et de se dire que autre chose n'est pas possible. Et c'est ce qui me touche fortement dans l'approche de Martin Luther King, en fait. Mais de d'autres, hein, mais là, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Et ça m'intéressait d'en parler précisément parce que c'est un penseur radical. C'est un grand penseur radical. Un grand penseur radical de l'espoir et de l'espérance, pardon, et de la nuit.